La parole est maintenant à Annabelle Desgrilles-Duloup, qui est directrice de recherche à l'Institut de recherche et de développement à Paris, qui est démographe et qui va nous parler de l'hôpital à l'épreuve des migrations. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. Alors, je suis démographe et je ne suis pas médecin. C'est toujours très intimidant quand on vous demande de parler de l'hôpital et que vous n'êtes pas médecin. Et bien que j'ai mené des enquêtes à l'hôpital, je me suis dit que j'étais bien incapable d'intervenir ici en mon nom toute seule. Donc, je me suis entourée pour préparer cette présentation de collègues, d'une part de collègues médecins qui sont dans mon laboratoire et qui travaillent dans les hôpitaux d'Avicenne et de Montreuil, Olivier Bouchot, Pauline Penaud, Claire Tanten, Nicolas Vignier, et puis d'une anthropologue spécialiste des hôpitaux qui est aussi dans mon laboratoire, Fanny Chabrol, et je les remercie tous beaucoup. Alors, oui, c'est ça. Donc, quand on parle commençons par parler alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'émigration? Alors, je vais parler de l'immigration en France, puisque pour l'hôpital, c'est ça qui est important. Les immigrés représentent 11% de la population vivant en France. Et cela résulte d'un régime d'immigration que François Héran, qui est le sociodémographe ici au Collège de France sur la chaire migration, qualifie d'infusion durable. Infusion durable, ça veut dire qu'on a un régime de migration qui est plutôt stable, qui est ancien. Voilà, ça fait des décennies qu'on a cette migration qui infuse la population française. Et de ce fait, eh bien, une personne sur 3 en France est soit immigrée, soit a un parent ou un grand-parent immigré. Donc, si on part de l'hypothèse qui est à peu près robuste, il me semble que les personnes reçues à l'hôpital reflètent la population française. Je ne parle pas de représentativité, parce que c'est toujours compliqué. On peut en conclure que, globalement, à peu près un tiers des patients reçus à l'hôpital ont un lien assez récent avec l'immigration. Alors là, vous avez un graphe qui décline ce chiffre par classe d'âge. Évidemment, il y a des variations, mais on voit que ça concerne toutes les classes d'âge. Chez les jeunes enfants sont moins souvent nés à l'étranger, bien sûr, mais un enfant sur 4, un jeune de moins de 4 ans, est enfant d'immigrés. Donc, on voit bien que l'hôpital ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la façon dont il accueille les personnes issues de l'immigration. Alors, de façon assez stable depuis quelques décennies, on peut se demander d'où viennent les personnes qui arrivent en France. En fait, de façon assez stable, la plus grosse partie des immigrés arrivant en France viennent du continent africain, historiquement l'Afrique du Nord et puis de plus en plus l'Afrique subsaharienne. Et ensuite, on a l'immigration arrivant d'Europe, parce qu'on l'oublie, celle-là souvent. Puis en troisième partie, l'immigration arrivant d'Asie. Et puis, n'oublions pas que questionner la place des migrations à l'hôpital, c'est aussi questionner ce qui se passe chez les soignants. On sait bien que le personnel soignant est pour grande partie issu de l'immigration, en particulier dans les postes du care peu qualifiés, les aides-soignantes, les personnels de ménage, le personnel de service. Mais il y a aussi le phénomène dont on parle beaucoup des médecins venus d'ailleurs. Sur ce graphe, vous voyez que donc c'est le trait vert plein en bas, qui correspond à la France et qui correspond à la part des médecins. Alors là, c'est formé à l'étranger, c'est un proxy, je dirais. Mais cette part des médecins formés à l'étranger, elle progresse constamment. Elle était de 7% en 2010 et elle est déjà de 12 à 14% en 2021. C'est les chiffres de l'OCDE. C'est un phénomène qui pose toute une série de questions, de problèmes de reconnaissance des diplômes, d'équité de traitement que vous connaissez très largement et dont je ne vais pas du tout parler ici. D'une part parce que ce n'est pas du tout mon champ de compétences, d'autre part parce qu'on a peu de temps et donc j'ai choisi de cibler mon propos sur les enjeux soulevés par l'immigration plutôt chez les patients. Alors, y a-t-il des enjeux de santé spécifiques aux immigrés ? Répondre à cette question serait très périlleux parce que justement, comme les immigrés sont un groupe très hétérogène selon le pays d'où ils viennent, depuis quand ils vivent en France, les raisons, les conditions dans lesquelles ils sont arrivés en France, etc.,
On ne peut pas dire la santé des immigrés, c'est. Par contre, on peut esquisser quelques grandes lignes quand même qui sortent de la littérature. D'une part, il faut le rappeler, les personnes qui arrivent en France, elles arrivent à l'âge adulte pour la plupart, elles sont plutôt en meilleure santé que les personnes nées en France. C'est ce qu'on appelle le Healthy Migrant Effect. Pourquoi ? Parce que pour partir de son pays, en général, il faut être, enfin, dans la grande majorité des cas, il faut avoir des ressources et la santé est une des ressources dont on a besoin pour pouvoir partir. Et j'en profite ici pour tordre le cou, tenter de tordre le cou à quelque chose qu'on voit parfois dans la presse sur les migrations pour soins. Et il se trouve que dans les recherches que j'ai pu mener moi-même, là, très récemment, on est en train de faire une recherche sur ce qu'on appelle les circulations thérapeutiques pour le cancer du sein, en particulier venant d'Afrique. Et sur 100 femmes nées en Afrique et suivies pour un cancer du sein dans les hôpitaux ici en Île-de-France, que sont Avicenne, De La Fontaine, Saint-Louis, on a seulement 10 femmes qui ont découvert leur cancer du sein avant l'arrivée en France. Et on avait des résultats un peu similaires pour le VIH dans une enquête faite il y a une grosse dizaine d'années. On avait moins de 10% des patients africains suivis pour un VIH en France qui avaient découvert leur VIH avant l'arrivée en France. Donc ce sont ces maladies qui touchent les immigrés. Bien souvent, elles sont dépistées une fois en France et ils ne viennent pas pour se faire soigner. Alors, l'autre point qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, quand on vient d'ailleurs, il peut y avoir eu une exposition à des pathologies spécifiques du fait d'environnements autres. Par exemple, la tuberculose, le VIH, l'hépatite B, on sait très bien qu'ils sont beaucoup plus prévalents dans les continents africains et asiatiques, donc il peut y avoir plus de probabilité d'être atteint par ces pathologies quand on arrive en France. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour les personnes qui viennent en particulier des pays dits des Sud, qui sont souvent des pays à ressources limitées, où le fardeau des maladies infectieuses et parasitaires est encore élevé, à l'arrivée en France, le risque d'être atteint par ces maladies existe et doit être dépisté. Ça, c'est une spécificité, mais au fur et à mesure de la vie en France, et on a beaucoup d'études là-dessus, la sédentarité, le changement d'alimentation, le changement de mode de vie, le type de travail effectué aussi, la difficulté des conditions de vie, conduisent à une augmentation du risque des maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires. Et puis aussi, toutes les difficultés de la migration et de l'installation ont des conséquences psychiques délétères, donc on a une augmentation des pathologies psychiques. Et donc ce qui se passe, c'est que chez les immigrés, globalement, ce qui a pu être montré par les études, c'est que les maladies chroniques et les troubles mentaux prennent peu à peu le pas sur les maladies infectieuses. Et ce dont il faut se rappeler, c'est que après quelques années de vie en France, les enjeux majeurs de santé chez les personnes immigrées sont les mêmes que ceux chez les natifs de France. Donc maladies chroniques, dépistage, et puis de plus en plus maladies psychiques. Troubles psychiques. Je voudrais juste souligner qu'il existe de grandes inégalités par contre entre les immigrés et les natifs en termes de prévention et de dépistage, et c'est le sens du graphe que vous avez ici, où on voit sur ce graphe que les femmes immigrées ont beaucoup plus souvent un retard ou une absence de dépistage pour les cancers du col, de l'utérus ou les cancers du sein que les femmes nées en France. Donc les femmes immigrées, c'est les barres noires, et les femmes immigrées étrangères, barres noires, natives, barres blanches, et puis au milieu, ce sont les immigrés qui ont été naturalisées françaises. Voilà. Hop. Ce sont finalement les situations sociales qui font la spécificité des enjeux de santé chez les immigrés. Et donc, à l'hôpital, ce qui peut être spécifique et qui... je crois que je suis passée très vite sur ma première diapo où je reprécisais qu'est-ce que c'était qu'un immigré, un étranger, etc. On peut être immigré et vivre depuis 20 ans en France, avoir la nationalité française, etc. On peut être un immigré et vivre depuis 2 ans en France ou 1 an en France et être étranger, évidemment. Ce sont des cas extrêmement différents et qui vont correspondre à des réalités sociales et aussi, du coup, d'accès à l'hôpital très différentes. Je vais centrer peut-être mon propos ici sur les immigrés plutôt précaires et du coup rejoindre certaines choses, enfin ça va se croiser avec certaines choses qu'a dit Jérémy Coigny parce que c'est là qu'il y a des spécificités. Donc les spécificités, ça peut être la difficulté à comprendre et à parler le français.
Ça peut être la difficulté à se repérer dans un cadre culturel différent, avec des représentations en particulier de la santé et de la maladie, ou des représentations des relations intrafamiliales ou des représentations des relations de genre qui sont différentes de celles qui existent en France. Évidemment, la précarité, donc ça a été largement dit par Jérémy Coigny, je vais aller très vite là-dessus, mais on sait que la précarité est un facteur de risque de santé. Voilà, moi j'avais mené une grosse enquête auprès des personnes nées en Afrique subsaharienne et donc vivant avec un VIH ou une hépatite B, et puis un groupe comparatif, et on avait pu montrer d'une part qu'il fallait, pour les Africains vivant en Île-de-France, il avait fallu attendre en médiane 6 ans, en médiane, c'est-à-dire il avait fallu, la moitié des personnes n'avaient toujours pas au bout de 6 ans le triptyque d'installation qu'est un logement stable, un titre de séjour stable, c'est-à-dire au moins 1 an, qu'on n'est pas allé tout le temps à la préfecture, et un travail rémunérateur. Et pendant ces 6 ans du coup de précarité contrainte, on a pu montrer aussi statistiquement que ces années-là de précarité étaient des années où la probabilité d'être exposé à des violences sexuelles ou d'être exposé à l'infection par le VIH, par exemple, était largement augmentée. Donc il y a vraiment... la précarité est un facteur de risque en santé. Voilà, donc ce qui caractérise la situation des immigrés dans le système hospitalier en France, c'est en fait le fait que ces vulnérabilités spécifiques peuvent conduire à la difficulté à se saisir des informations données, c'est ce qu'on appelle défaut de littératie en santé, difficulté à prendre soin de sa santé, et donc être le fameux acteur de sa propre santé et de la loi du patient de 2002, c'est particulièrement difficile quand on doit parallèlement trouver un logement, trouver un travail, obtenir ses papiers, trouver de l'argent pour le transport, pour venir à l'hôpital, etc. Et donc, on arrive à cela. C'est que l'hôpital est bien souvent aujourd'hui une forteresse incompréhensible et voire même, j'utiliserai le mot de violente, pour les personnes en situation de vulnérabilité que sont les immigrés précaires. Et cela, voilà, on est dans le paradoxe absolu puisque l'hôpital est justement le lieu du prendre soin et toutes les personnes qui y travaillent ont cette vocation-là et le font du mieux qu'elles peuvent. Aïe, que se passe-t-il ? Ah oui, si. Donc, que faire aujourd'hui ? L'hôpital du futur, que serait-il ? Eh bien, j'ai changé, vous avez peut-être vu mon titre initial, qui était l'hôpital face aux défis des migrations. Et justement, avec mes collègues, on s'est dit que c'était plus juste de parler de l'hôpital du futur avec les migrations, parce que de toute façon, on ne peut pas faire sans. Et les migrations sont partie intégrante de notre monde, de notre société, etc. Donc l'hôpital du futur, c'est un hôpital avec les migrations qui reconnaît pleinement la migration comme faisant partie de cette société et comme faisant partie du système de soins, et qui permet de penser l'accueil et l'hospitalité comme des principes d'organisation. Et donc pour développer écoute, accueil et suivi, eh bien, il faut déjà comprendre et se faire comprendre. Et donc la première clé, et donc là maintenant je vais dire à chaque fois, pour chaque catégorie, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il faudrait. Eh bien, la première clé de solution, c'est l'interprétariat. Alors aujourd'hui, il existe. Il peut être financé par l'hôpital. Il est rendu possible souvent par le biais d'associations, différentes associations, qui mettent à disposition par téléphone des interprètes de toutes les langues qui sont formés aux enjeux de santé. Mais son utilisation est encore très restreinte par des freins administratifs. Pour avoir accès à l'interprétariat, il faut faire une demande à l'avance, il faut qu'il y ait une validation administrative, c'est cantonné à quelques services motivés, et c'est cantonné, et seuls les médecins et les assistantes sociales et éventuellement les psychologues peuvent y avoir accès, mais ni les infirmières, ni les aides-soignantes. Or, l'autre problème qui peut se poser, c'est que si cette nécessité d'interprétariat est admise par tous, le risque, c'est aujourd'hui qu'on fasse appel, quand on n'a pas un interprète sous la main, à un membre de la famille du patient, à un membre du personnel qui parle la langue. On se débrouille. Et ça, c'est au mépris de la confidentialité et du contrôle de ce qui est effectivement transmis comme information et qui, comme vous le savez bien, en santé, n'est pas toujours évident. Donc, il est absolument nécessaire de considérer qu'on doit, pour cela, faire appel à des professionnels. Ça a un coût. On manque aujourd'hui, clairement, d'études coût-efficacité pour montrer que ce coût peut se traduire en gain de santé et qu'on aura moins de dépenses médicales si les patients comprennent mieux et si on arrive mieux à se faire comprendre, parce qu'on aura moins d'échecs médicaux.
Alors, dans le futur, il nous semble qu'il nous faudrait absolument systématiser et généraliser cet accès à l'interprétariat et pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment le français. Et ça devrait devenir un réflexe non contesté. Un des médecins là, avec qui j'ai préparé ça me disait, au même titre que personne ne conteste la légitimité d'une ordonnance de kiné quand il y a une fracture, on ne devrait pas contester la légitimité d'une demande d'interprétariat. Alors évidemment, l'IA conversationnelle, qui est de plus en plus utilisée en traduction, y compris par les migrants eux-mêmes, parce qu'ils l'utilisent sur leurs applications téléphoniques, sera sans doute une partie de la réponse, mais en aucun cas elle ne peut être toute la réponse, parce que les dimensions de l'interprétariat ne sont pas que linguistiques, elles sont aussi, il faut être formé aux questions de santé, on l'a vu, et puis elles sont aussi culturelles. Et du coup, j'en viens à un deuxième acteur absolument majeur, si on veut intégrer la question des migrations à l'hôpital, c'est le médiateur en santé. Alors aujourd'hui, la médiation en santé, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu à l'hôpital. C'est reconnu comme une fonction clé, c'est la fonction qui consiste à créer des interfaces entre les différents acteurs du système hospitalier et les personnes en difficulté dans leur parcours de soins et de prévention. Donc ce n'est pas du tout cantonné aux immigrés, mais c'est aussi important pour les immigrés précaires. Donc avec cette double objectif d'améliorer l'accès aux droits et aux soins, donc on voit là le lien très important avec droit et autonomie. Donc l'idée, c'est de favoriser l'autonomie des personnes vulnérables et aussi sensibiliser les professionnels aux difficultés de ces personnes vulnérables qui sont bien souvent des difficultés sociales et de droit, justement, avant des difficultés de santé. Donc, en d'autres termes, le médiateur en santé, c'est celui qui favorise le lien entre les questions de santé et les aspects sociaux et juridiques. Alors, actuellement, il y a bien une reconnaissance institutionnelle de l'importance de ce rôle. On a un référentiel qui a été produit par l'autorité de santé, on a une fiche ROM, mais ça ne s'est pas encore concrétisé sous la forme d'un métier qui soit reconnu, qui soit clairement défini. Effectivement, c'est difficile parce que la médiation en santé a une histoire qui est née empiriquement des besoins du terrain et elle est née avec des réponses différentes selon les structures et les services. Par exemple, dans le VIH, cette fonction a souvent été remplie par des acteurs associatifs et qui portent beaucoup ce plaidoyer pour la médiation en santé. Dans d'autres pathologies comme la psychiatrie, d'autres formes se sont développées comme les patients experts, les patients pairs, et tout ça doit s'articuler. Donc la première chose dans l'hôpital du futur à souhaiter, c'est l'existence de métiers, et je les mets au pluriel, de médiateurs en santé avec des formations dédiées, une reconnaissance officielle et des postes pérennes. Parce qu'aujourd'hui, quand ces postes existent, ce sont des CDD à la main des hôpitaux qui sont très labiles et qui peuvent disparaître, et personnes dépendantes. Alors, autre question, faut-il des lieux spécifiques aux immigrés ? Alors aujourd'hui, les lieux spécifiques, c'est un petit peu les PASS dont nous a parlé Jérémy Coigny. Ce sont donc ces PASS parce que justement elles adressent les questions sociales, juridiques, et ce lien vers le juridique sont la porte d'entrée pour les immigrés. Ces dispositifs, je rajoute par rapport à ce qu'a dit Jérémy, que finalement ils créent une exceptionnalité au sein de l'hôpital parce qu'ils ramènent le soin primaire pour des personnes pour lesquelles la médecine générale ne marche pas pour X raisons que je n'ai pas le temps de... Enfin, ne marche ou pas, ou n'existe pas, ou ils n'ont pas trouvé l'entrée. Et ces passes sont gérées de façon très diverse selon les hôpitaux, parce qu'on a des grands hôpitaux qui ont les locaux dédiés, mais d'autres gèrent la fonction passe via les urgences, avec toutes les problématiques qu'on connaît et qui ont été soulignées. Certains hôpitaux déploient des équipes mobiles, c'est le bus qui est présenté ici. Citons les équipes mobiles psychiatrie et précarité qui font un énorme travail auprès des migrants, par exemple. Mais par contre, une fois qu'il faut envoyer ces personnes, les personnes vers l'hôpital pour les hospitaliser, les équipes mobiles ont énormément de mal à trouver des lits d'hospitalisation, alors que la santé mentale, c'est une problématique absolument majeure chez les immigrés très précaires. Alors, il faut évoquer aussi ici le rôle que jouent les associations dans cet accompagnement à côté de l'hôpital et dans ce lien entre le médical et le social.
Alors, il y en a beaucoup. Je voudrais citer quand même ici en Île-de-France les associations 1000 Parcours, c'est une association qui a été créée par le service des maladies infectieuses de l'hôpital Avicenne pour justement répondre à ce besoin qui ne trouvait pas réponse au sein de l'hôpital. Mais c'est une association qui fonctionne complètement en lien avec ce service. Citons aussi l'association Icambéré à Saint-Denis qui a été créée justement pour le VIH, pour l'accompagnement pour le VIH, qui accompagne maintenant des femmes vivant avec un diabète. Et on a vraiment ce lien hôpital-association, ou la case santé à Toulouse. Et voilà, ce parcours de soins, ce parcours social et de soins, il prend pleinement sa place dans cette articulation association-hôpital. Donc, tel que notre système fonctionne, mais avec ce type de dispositif très spécifique, qui n'existe pas partout, et je soulignerai grâce à l'engagement de certains soignants, souvent au-delà de leur mission de soignant. Ce sont les soignants qui se dédient aux plus précaires et aux immigrés, qui inventent des solutions quand l'hôpital ne les apporte pas, par ces associations ou autres. Donc on a un système d'accueil dit universel, mais qui en fait repose très fortement sur des individus. Donc dans l'idéal, eh bien, on attend des services généraux beaucoup plus inclusifs, qui soient ouverts à tous, quelle que soit leur vulnérabilité, ce qui implique bien sûr un lien avec les accompagnements sociaux et juridiques, car la santé est une porte d'entrée vers le droit et l'accompagnement en particulier pour les immigrés. Alors, des services inclusifs, il en existe de façon... Je vais citer quelque chose qu'on a récemment évalué, porté par Pauline Penaud, justement, de la maternité de l'hôpital de Montreuil, qui est une consultation prénatale pour les pères, pour les papas. Et elle a montré que, donc, dans cette maternité de Montreuil, ouvrir une consultation généraliste aux papas lors de la grossesse de leur femme permet aux hommes éloignés du soin, et en particulier aux immigrés, de revenir dans le soin, y compris pour les maladies chroniques, d'ouvrir leur droit à une couverture santé et de récupérer une couverture vaccinale correcte. Donc, on peut imaginer des services, voilà, une inclusivité des services de ce type-là, à la condition de garder ce lien vers et ce rôle de médecine sociale qui est indispensable. On peut imaginer aussi des pôles de médecine sociale qui rassembleraient les services de santé primaire que continue à délivrer l'hôpital, que sont les services de santé sexuelle, les CEGID, la vaccination, le dépistage des maladies infectieuses, les PMI, etc. Voilà, ce sont typiquement des services qui font le lien entre le social et le médical. Mais par contre, ce qui doit absolument être évité, il nous semble, c'est ce cloisonnement des soignants entre certains qui s'occuperaient des pauvres et des immigrés, enfin c'est qui s'occupent, on peut le mettre au présent, et d'autres qui s'occupent des spécialités. Il nous semble qu'il ne doit pas y avoir de spécialisation pauvre ou immigré à l'hôpital, mais une formation de tous les soignants aux spécificités de l'accueil et de la prise en soin pour ces derniers. Je finis donc avec quelques mots concernant les soignants. Actuellement, les formations pour comprendre la diversité de ces patients venus d'ailleurs existent. En France, on a donc plusieurs DU. Je pense au DU Santé des migrants à Avicenne, à un DU Médecine de la diversité à Strasbourg. Mais elles sont rares et encore une fois mises en place par ces soignants engagés. Or, on a plusieurs études, et là, le dernier rapport du Défenseur des droits est porté là-dessus, qui pointe du fait de préjugés et de méconnaissances, bien souvent inconscients, on parle de biais implicites inconscients, des risques de diagnostic et de traitement différenciés qui peuvent entraîner une perte de chance et une mortalité en accès. Et on a des études qui montrent, autour de la grossesse et de l'accouchement, une perte de chance pour les femmes africaines, aujourd'hui en France. Donc, dans l'hôpital du futur, il nous semble que tous les soignants devraient avoir été formés à ces enjeux, au fait que les représentations du corps, de la maladie, les liens familiaux peuvent varier selon les cultures, que les conditions de vie sociale et que le statut juridique interviennent dans le parcours de soins et interviennent avec un poids absolument énorme et ne peuvent pas être éludés. Mais une formation ne suffira pas. Hop, voilà, je suis dans l'hôpital du futur. Il faut aussi absolument accompagner les équipes pour qu'elles trouvent collectivement, au fur et à mesure, les solutions que chaque question, qui à chaque fois est nouvelle, présente. Parce qu'être confronté au jour le jour à des représentations différentes des siennes, inattendues,
à la violence que vivent les patients migrants, par exemple, ça n'est pas évident et c'est très lourd à porter. Et cette gestion de l'altérité, de l'agressivité qu'elle peut susciter ou de la réception de la souffrance d'autrui, ce doit être un travail d'équipe. Ça existe déjà, c'est ce qu'a mis en place le dispositif Parcours, justement, dans le service des maladies infectieuses d'Avicenne. Il y a autant un travail auprès des soignants, des patients, qu'un travail auprès des soignants et des réunions d'équipes collectives pour défaire ces nœuds régulièrement. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que la prise en soin des immigrés, elle est illustrative des dysfonctionnements du système hospitalier en général. Et donc améliorer la prise en compte et la prise en soin des immigrés, ça améliorera la prise en soin de tous, y compris des soignants, parce que ce sera en fait la prise en charge des vulnérabilités. Et je terminerai là-dessus. Qu'est-ce qu'un hôpital idéal ou l'hôpital du futur ? Eh bien, c'est un hôpital qui prend en compte toutes les vulnérabilités, qui accueille la personne dans son altérité. Et à ce titre, c'est un hôpital où ma présentation n'aura pas lieu d'être et on ne devrait pas me demander de parler. Parce que c'est un hôpital où chacun sera pris en soin comme il est, quel que soit son pays, sa ville de naissance, son accent, sa langue, sa profession, son lieu de vie, ses ressources, etc. Pour cela, il faudra que cet hôpital-là travaille en étroite collaboration avec d'autres acteurs, parce qu'il ne peut pas tout faire à lui tout seul. Il ne peut pas s'occuper des dimensions sociales, juridiques, qui sont des dimensions incontournables de la santé des personnes, mais qui impliquent d'autres compétences que les compétences des soignants. Est-ce une utopie ? Je ne crois pas. Et je crois que c'est même inscrit dans son nom. J'ai été chercher, ça m'a amusé de voir la définition du Larousse à hospitalier. L'hospitalier, c'est celui qui pratique l'hospitalité, c'est-à-dire qui accueille volontiers les étrangers. C'est le Larousse qui le dit, ce n'est pas moi. Je vous remercie.